Aujourd'hui, la colline n'est plus le centre de la ville, mais elle attire cependant le regard, car désormais, à quelques centaines de mètres du théâtre, se trouve l'un des symboles de Lyon, la basilique de Fourvière. Depuis plus d'un siècle, la célèbre basilique surplombe majestueusement la ville. Cette mégastructure immaculée s'est rapidement imposée comme un symbole de Lyon. On y monte pour prier Marie, car la Vierge veillerait sur les habitants et les aurait notamment sauvés du scorbut, de la peste et du choléra. En l'espace d'un siècle, des travaux hors normes vont métamorphoser la colline qui prie en un haut lieu de pèlerinage permettant d'accueillir chaque année des millions de fidèles. Le 19e siècle va être vraiment le siècle, d'une part, de la dévotion mariale, mais pour Fourvière, le siècle de l'expansion, de l'explosion, de la magnificence. Ça, c'est très net. Et dès les années 1840-45, on pense à agrandir cette église qui est trop petite. Il faudra plusieurs dizaines d'années pour que ce projet d'une église gigantesque prenne forme et que le chantier puisse commencer. Dès 1852, le clergé place au sommet de l'église préexistante une statue monumentale de 3 tonnes. La Vierge dorée culmine à 170 mètres au-dessus de la ville. Elle rayonne dans le ciel lyonnais. Aucun monument, aucun relief aux alentours ne la protège des éléments. Elle est à la merci du vent, de la pluie et de la foudre. La Vierge est très exposée. La voilure est très importante puisqu'on l'a calculée à 12 mètres carrés. Ça représente une pièce, quoi, la surface d'une pièce. À cette altitude, le vent peut atteindre 250 km/h en rafale. La surface de la Vierge est telle que la structure de l'édifice doit être capable d'encaisser une pression latérale d'1 tonne, l'équivalent du poids d'une voiture. Les efforts appliqués au pied de la statue sont donc colossaux. La maçonnerie, c'est quelque chose d'inerte. Ça ne peut pas vibrer. Et donc, si une vibration est transmise à la maçonnerie, elle commence à créer des problèmes de joints qui s'en vont, enfin, ça se délite, enfin, tout ça se détruit très vite. Pour que l'édifice tienne bon, un ingénieux système d'arcs a été mis en place. À la façon des baleines de parapluie, 8 arcs en béton armés de 20 mètres de long chacun partent du pied de la statue. Ils permettent de reprendre les forces, de les dissiper et ainsi de préserver le monument pour les siècles à venir. Dans ces conditions, bâtir une basilique sur la colline est un véritable défi. Nous sommes en 1850, au cœur du 19e, le siècle des révolutions techniques. L'électricité, le cinéma, mais également le chemin de fer se développe. Et tout particulièrement à Lyon. L'archevêque va alors casser les codes établis pour assurer le financement d'une immense église. Pour cela, il va interpeller les notables lyonnais. Cette église dédiée à Marie, il faut la faire vôtre. Il faut que vous vous en occupiez, vous, les vieilles familles lyonnaises, débrouillez-vous, vous avez les moyens et vous avez ma bénédiction pour agrandir, embellir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que naît une des premières sociétés de laïcs en charge avec une église, la Commission de Fourvière. Il rêve déjà de voir des milliers de fidèles sur la colline, rassemblés au sein d'une majestueuse basilique dédiée à Marie. Cela fait en réalité plusieurs décennies que cette volonté d'agrandissement est dans les esprits, si bien que, quand cette ambition se concrétise,
Les plans sont déjà prêts. L'architecte lyonnais Pierre Baussan les a travaillés, affinés pendant près de 40 ans. Il maîtrise parfaitement tous les langages architecturaux adaptés aux lieux de culte. Son idée, c'est d'avoir un bâtiment qui soit à la gloire de la Vierge Marie. Pierre Baussan a alors 58 ans. Cet architecte talentueux a certes édifié de nombreuses églises, mais jamais une basilique de cette ampleur. Baussan prend conscience que c'est la grande œuvre de sa vie, va demander à employer des matériaux inouïs, de grande richesse esthétique, chromatique. Pour la première fois de l'histoire, une basilique est financée exclusivement par les habitants de la ville. 5 millions de francs or sont collectés, soit l'équivalent de 20 millions d'euros. L'architecte a carte blanche. Ces constructions vont complètement échapper, notamment à la police architecturale de l'État. C'est ce qui explique l'entière liberté qu'aura l'architecte Baussan pour mener à bien ce projet complètement chimérique. Le succès de l'appel aux dons permet à Pierre Baussan de mettre son projet fou en œuvre. Il souhaite que la basilique surplombe et domine la ville, qu'elle devienne le nouveau phare de Lyon. Pour cela, il va s'avancer le plus possible dans le vide, quitte à défier les lois de la physique. L'idée de la mettre en extrême, en limite de la colline, c'était pour que ce bâtiment, cette muraille, elle se voit de partout. Avant même le début de la construction, Pierre Baussan doit abandonner le projet de sa vie. Vieillissant et malade, il confie le chantier à l'architecte Sainte-Marie Perrin, mais supervise à distance l'avancée des travaux, et notamment les fondations, car la colline de Fourvière est loin d'être stable. On est dans une des premières implantations de Lyon. On ne sait pas du tout à cette époque-là ce qu'il y a dessous. On va forcément rencontrer des difficultés. L'architecte est contraint de revoir son plan. Il va reculer de quelques mètres l'emplacement de la basilique pour espérer gagner en stabilité. Les travaux commencent le 8 novembre 1872. L'objectif est d'abord d'ancrer profondément le monument sur les pentes glissantes de la colline. Nous allons faire des fondations très profondes, à 26 mètres de profondeur. Nous n'allons pas rencontrer le roc, mais on va établir la première pierre sur un lit de gravier. C'est à 30 mètres du sommet que les ouvriers commencent à creuser ce qui deviendra l'abside de la basilique. Ils traversent de nombreuses couches géologiques sur 26 mètres de profondeur. L'équivalent d'un immeuble de 10 étages est retiré. Afin de s'assurer de la stabilité du futur édifice, les fondations en arc de cercle sont construites à l'aide de 8 axes allant dans toutes les directions. Ainsi, les forces et les mouvements du sol peuvent être contrés de toutes parts. Ils vont employer effectivement des bastins. À cette époque-là, on faisait des bastins de bois et on triangule tout ça de manière à être sûr que ça tienne bien et qu'on puisse installer les fondations dedans. Malgré de nombreux éboulements, 16 000 mètres cubes de pierre sont retirés et les fondations prennent forme.